Ok, salut. Alors, moi c'est François et aujourd'hui on va parler accessibilité. Euh, hmm, ça va aller comme ça. Hop, voilà. Je vais juste une seconde charger le chat sur notre fenêtre, sur notre laptop pour voir si jamais je peux déconnecter. Hop. Tout, désolé pour l'attente. Hop, voilà. Voilà, voilà. Hop, donc j'ai même accès au Slido en même temps. Parfait. Hop, alors désolé. Yes. Hop, désolé pour l'entretemps. Ça va fonctionner comme ça. Ok, c'est parti. Ok, donc désolé pour l'attente. Moi c'est François et aujourd'hui on va parler accessibilité. Donc, avant de parler accessibilité, sans vouloir me la jouer méta, il faut définir ce que c'est. Donc, pour faire simple, c'est faire en sorte que n'importe qui puisse utiliser votre application. Qui est ciblé? Donc, en premier lieu, l'exemple que l'on pense souvent, sont les personnes aveugles. C'est vrai. C'est super important que votre app ou service soit accessible pour les aveugles. Mais c'est très très loin d'être le seul cas. N'importe quelle déficience visuelle, auditive ou motrice peut être aidée par des fonctionnalités d'accessibilité. Un exemple, c'est tout ce qui est daltonisme. Moi, par exemple, je suis de Terranop. Ça veut dire que les nuances de rouge et de vert, j'ai un peu de mal à distinguer, donc ça n'a absolument aucune incidence sur la vie de tous les jours. Si on a encore été chasseur-cueilleur quelques milliers d'années, j'aurais été un très mauvais cueilleur, c'est pour ça qu'on a eu cette mutation. Mais voilà, ça change rien, sauf que parfois, certaines UI, c'est compliqué. Voilà, donc il y a ça, il y a plein d'autres cas, à tel point que donc, bon, les chiffres sont un peu variables sur la manière dont on compte, mais on est généralement entre 18 et 25% de la population qui peut utiliser une feature d'accessibilité et en un usage. D'autant plus que si on regarde que les plus de 65 ans, là on passe tout de suite à 40%. Et d'ici 2025, on aura 20% de la population européenne qui aura besoin de ces features d'accessibilité. Donc, c'est pas une problématique qui va disparaître, loin de là. D'autant plus qu'on a souvent tendance donc à voir tout ce qui est accessibilité comme quelque chose d'un cas un peu particulier et permanent, alors que non. Donc bien sûr, si on perd un bras, on va avoir besoin de feature accessibilité toute notre vie, mais on peut juste se le casser pour quelques mois. Ou ça peut être très situationnel, tous les nouvelles mamans, nouveaux papas qui vont avoir le bébé dans leurs bras. Forcément, ça peut être utile d'avoir des fonctionnalités main libre. Vous en train de faire la cuisine, vous pouvez contrôler votre tablette via la voix. C'est super. Alors, à quoi ça ressemble en pratique sur Android, l'accessibilité? J'ai ça. Non. Voilà. Alors, en pratique, on parle généralement de TalkBack. C'est une application qui devrait être installée par défaut sur vos téléphones. Donc, je vous invite à essayer après Talk. Ça peut être super instructif. Et TalkBack sert souvent aussi de maître étalon. Si vous gérez bien TalkBack, vous allez avoir une expérience qui a priori est accessible. Parce que TalkBack, c'est un des services d'accessibilité parmi beaucoup d'autres sur Android. Donc alors, à quoi ça ressemble? Ancienne vidéo. Alors, on balaye le doigt sur l'écran et le téléphone va décrire ce qu'on touche et vibrer à chaque fois qu'on touche quelque chose. Et on peut aussi swiper pour aller en avant, en arrière. Voilà. Et un double tap permet de cliquer. Donc,
peu importe sur l'écran. Donc, si vous lancez votre application avec Talkback, que vous arrivez à naviguer en baladant votre droit et en swipant en avant, en arrière, a priori, votre app elle va être accessible quelle que soit l'application ou le matériel d'accessibilité utilisé. Parce que donc il y a Talkback, mais il y a aussi plein d'autres apps. Par exemple, juste pour parler de celle de Google, encore c'est même pas tous, mais avant beaucoup. Il y a aussi Switch Access. On peut parler des switches dans une seconde, où là c'est un pointeur qui va se balader sur l'écran et on va juste taper d'une manière ou d'une autre dès qu'on veut que le pointeur s'arrête. Entre des tapes et les doubles tapes, c'est un peu fastidieux, mais on arrive à naviguer sur l'interface. Il y a aussi Voice Access, qui va un peu fonctionner comme Talkback, sauf que là, on contrôle tout par la voix. Et beaucoup d'autres apps. C'est au même point que donc c'est ouvert le service d'accessibilité sur Android. Je connais même des personnes qui ont écrit un service d'accessibilité dédié aux besoins de l'enfant. On a d'un côté ce software et voilà, on a aussi du hardware. Donc le hardware, c'est par exemple, donc ça c'est un switch, donc permet de contrôler l'application en tapant quand on veut. Donc c'est un modèle de switch, il y en a énormément différents. Ça peut aussi être voilà, donc tout ce qu'on appelle sip and puff. À partir du moment où vous pouvez inspirer, expirer, vous pouvez contrôler un device. Hop, il y a même des choses toutes bêtes et un peu bricolage, comme un pointeur, vous pouvez bouger la tête, vous pouvez vous débrouiller pour utiliser un clavier. Voilà, il y a des choses un peu plus high-tech. Là, c'est un écran braille. Donc vous pouvez le brancher en Bluetooth sur le téléphone, sur le PC, ainsi de suite. Et donc il va y avoir des petits pics qui vont se lever ou s'abaisser pour former un texte. C'est assez impressionnant. Voilà, et il y en a beaucoup d'autres comme ça. C'est vraiment tout un écosystème à prendre en compte. Et ça peut aussi être des choses beaucoup plus simples du point de vue software. Donc si j'ai un form, bon, c'est un form standard matériel. Si j'utilise uniquement un vague changement de couleur pour distinguer l'état normal et l'état erreur, ça va pas être super visible pour les utilisateurs qui ont un problème de couleur, mais même pour l'utilisateur lambda, juste avoir une couleur qui change sur une petite partie de l'écran, ça peut facilement passer inaperçu. Alors que voilà, si on commence, on va rajouter une petite étoile, une icône d'erreur et un message d'erreur, d'un coup, c'est beaucoup plus explicite et ça va aussi être beaucoup plus exploitable par tous les services d'accessibilité. Alors, voilà, on a un peu défini ce que c'était un service d'accessibilité. Pourquoi est-ce qu'on peut vouloir rendre son app accessible? Voilà, bon. Déjà, c'est pas jouer moralisateur ou quoi que ce soit, ça adresse un besoin très fort. Donc, vous allez avoir des utilisateurs qui vont vraiment apprécier de pouvoir utiliser votre service s'il est accessible. Moi, par exemple, je bosse sur une application qui fait de la livraison de courses. Donc, dans le climat actuel, c'est d'autant plus utile, mais même en temps général, pour quelqu'un qui est aveugle, ne pas avoir besoin de se déplacer dans un supermarché pour faire les courses, c'est un très gros plus. C'est aussi un marché donc, qui n'est pas forcément ciblé par vos concurrents. Voilà, si vous avez des considérations plus pécuniaires, ça peut être très avantageux de servir ce marché. Et enfin, vous pouvez avoir des obligations, que ce soit légales ou contractuelles. Donc contractuel, donc voilà, donc par exemple nous on a des contrats avec l'équivalent d'Auchan aux États-Unis, et dans ces contrats on s'engage à ce que notre app implémente les standards d'accessibilité. Et donc on a les audits pour vérifier ça et ainsi de suite. Donc ça peut facilement être votre cas dès que vous commencez à avoir des contrats avec d'autres compagnies. Si vous ciblez le marché américain ou le marché UK, c'est obligatoire. Vous pouvez être attaqué en justice si vous n'implémentez pas la service d'accessibilité et ça arrive assez souvent. Les entreprises ne gagnent pas généralement. Donc si vous ciblez la France, c'est uniquement si vous bossez sur une app qui est pour le service public. Pour le moment.
Bientôt, on va avoir un acte européen d'accessibilité. Donc c'est en cours de discussion, et donc ça va passer. Et pour l'instant, donc vous avez encore un peu de temps. On parle de 2025 pour que ce soit vraiment obligatoire dans tous les pays. C'est quelque chose qui peut aussi changer. Mais voilà, ça va progressivement arriver un peu partout, dont la France et tous les pays d'Europe. Et encore une fois, avec une part de la population de plus en plus grande qui peut utiliser ce service, c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à voir uniquement amplifié. Alors, comment en pratique ça fonctionne, un service d'accessibilité? Voilà. Alors, c'est en fait assez simple. Donc là, c'est un screenshot du Layout Inspector d'Android Studio. Parce que tout ce qui est accessibilité, ça fonctionne en pouvant observer toute la hiérarchie de vos vues. Ce qui va permettre de construire une description pour tous les utilisateurs d'accessibilité. Et à partir de ça, on peut enrichir cette hiérarchie. Donc, par exemple, un cas un peu particulier, on va juste aller rapidement parce que c'est vraiment assez rare. C'est si vous avez des vues virtuelles. Donc, l'exemple qui est en tête, c'est Chrome. Donc, vous avez une web view, forcément, vous avez une seule vue native Android. Vous voulez, par exemple, sélectionner un titre ou des choses comme ça. Ou Compose, qui, encore une fois, a une seule vue native Android pour toute l'UI. Et donc, ce que vous pouvez faire, donc tout ce qui se passe par accessibilité, ça se passe par Accessibility Delegate Compat. Et donc, vous pouvez déclarer que sur votre vue native, vous avez autant d'enfants que vous faites add child pour chacun d'entre eux, avec un ID que vous choisissez. Et ensuite, pour chacun de ces enfants, vous déclarez quel est son parent direct, quelles actions il supporte, quels sont ces bones sur l'écran, comme ça le téléphone peut dessiner un petit rectangle autour de cette vue. Et ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est pour chaque action que vous avez déclarée, quand l'utilisateur l'engage, forcément, écrire un peu de code pour émuler l'activation de cette action de manière normale. Voilà, bon, ça encore une fois, c'est vraiment un cas particulier. Ce que vous avez plus de chances de pouvoir faire et vouloir faire, c'est rajouter des attributs XML. Donc par exemple, vous pouvez rajouter des vues virtuelles, mais vous pouvez aussi retirer une partie de votre hiérarchie de vues. Donc ça passe juste par petit attribut XML important for accessibility. Vous pouvez retirer une vue, vous pouvez même retirer une vue et tous ses enfants. Donc c'est vraiment à partir de ça que les services d'accessibilité vont construire quelque chose d'assez composite basé sur beaucoup d'informations. D'autant plus que vous pouvez aussi, donc que ce soit en XML ou en Kotlin, rajouter de l'information. Donc ça passe souvent, encore une fois, par la Accessibility Delegate, sur lequel vous pouvez initialiser, donc ça, on appelle ça des nodes d'information, et donc qui touchent la vue actuelle. Et donc, par exemple, si vous avez un formulaire, vous pouvez rajouter un petit message d'information, déclarer les erreurs, et ainsi de suite. Vous avez du texte, vous avez des hints, vous avez des erreurs, vous pouvez déclarer si la vue est cliquable, si elle est checkable. Beaucoup de choses qu'on peut faire pour enrichir ce que le service d'accessibilité peut voir. Pour les composants de la plateforme, c'est généralement, c'est pas tout le temps le cas, mais généralement, c'est pris en charge pour vous. Ça vaut vraiment le coup de vérifier, parce que malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Alors, voilà, maintenant qu'on a une vue d'ensemble de ce à quoi ressemble un service d'accessibilité, comment est-ce qu'on peut rendre nos apps accessibles? Alors, on va voir toute une succession de problématiques à prendre en compte pour rendre une app accessible. La première, elle est toute simple, c'est le contraste. Et c'est pas quelque chose qui touche uniquement à l'accessibilité, en fait, ça va être le cas pour beaucoup des choses qu'on va voir.
Parce que voilà, donc si vous avez, comme ces deux petits cœurs ici, une différence de couleur entre le fond et ce qu'il y a devant qui est très faible, donc que ce soit une image ou du texte, bah, ça va déjà paraître très agréable visuellement pour tous les utilisateurs. Ça va pas être très lisible. Ça va d'autant plus pire si il fait noir, si on est en plein soleil, et ainsi de suite. C'est vite assez ennuyeux. Donc, on peut assez facilement utiliser Color Utils, compute contraste, s'il y a besoin de le faire programmatiquement. L'idée, donc, c'est que si vous avez au moins 4.5 sur 1 de ratio de contraste, ça va être lisible dans à peu près tous les cas. Et voilà. Et donc, le plus souvent, c'est plus une considération pour vos designers. Voilà, donc on parlait de formulaire, donc c'est une problématique toute simple. Si voilà, on a juste ce petit trait rouge pour dénoter qu'il y a une erreur, ça va pas être accessible. Et même pour un utilisateur lambda, c'est pas toujours évident qu'il y ait une erreur parce qu'il y a des petits coups d'œil en rouge. C'est facile de le manquer. Voilà. Alors que si on commence à avoir un message informatif, c'est beaucoup plus lisible pour tout le monde. Et donc, si vous utilisez Text Input Layout, c'était pas le cas il y a encore quelques mois, mais maintenant, il récupère automatiquement bien toute cette information sur la vue, les transferts à top-back. Un autre attribut à prendre en compte, c'est que on peut changer la taille du texte. Donc, si vous êtes demandé pourquoi les tailles de texte sont en SP et pas en DP, en fait, c'est pour ça. Le SP, c'est juste à la base un DP auquel on peut rajouter un ratio. Donc, si vous allez dans les settings d'accessibilité de votre téléphone, il y a toujours ce petit setting donc, qui vous permet de changer la taille du texte. Hop, et voilà. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. La seule contrainte, c'est que si vous avez un texte dans un conteneur qui est de taille fixe, si le designer vous demande d'avoir une vue qui fait exactement 32 dp, forcément, à partir d'un certain degré d'agrandissement, vous risquez d'avoir du texte qui est un peu clippé. Donc, c'est super simple à régler, en fait. Donc, voilà, la taille du texte, hop. Plutôt que de déclarer la taille du conteneur en DP, il y a juste à déclarer en SP, ça fonctionne super bien. Ça va un peu affoler l'int. C'est un des problèmes de l'int, c'est qu'il y a beaucoup de warnings qui partent d'une bonne intention, mais dans la pratique, sont pas très applicables. Parce que voilà, il y a des cas très légitimes comme celui-là où vous pouvez vouloir utiliser des SP pour une taille de vue, ce qui va lever un warning qui en fait sans intérêt. Alors, une autre chose que vous pouvez faire, c'est changer ce qu'on appelle la display size. Je crois que c'est depuis Nougat, donc ça commence à faire quelques années. Et ça, pour la peine, c'est vraiment très facile à prendre en compte. Parce que ce que ça fait, c'est que ça va changer dynamiquement la densité de votre écran. Et du coup, voilà, donc là, ce sont deux screenshots de la même app sur le même téléphone. Mais si je change la display size dans les settings, en fait, tout se passe comme si la densité de mon écran était plus faible ou si j'avais un petit écran. Et à partir du moment où le layout de l'application est responsif et gère bien différentes tailles d'écran, en fait, il va aussi bien gérer différentes densités. Alors, une autre problématique, ça va être tout ce qui est les touch targets. Donc en particulier, donc, quand vous avez des icônes sur lesquelles vous cliquez, parce que c'est un bouton a priori, il n'y a pas trop de soucis, la taille minimale qui va être facilement utilisable, c'est 48 par 48 dp. Et en fait, encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'adresse uniquement aux utilisateurs sur les accessibles. C'est de manière générale, si vous faites des tests du X, si vous commencez à avoir des icônes en 24 par 24, vous allez vous rendre compte que ça peut vite être assez agaçant pour les utilisateurs qui sont pas assez agiles pour faire un tap sur une cible aussi petite. Et ça se règle ultra facilement. Donc, si vous avez une icône qui doit être beaucoup plus petite, vous pouvez juste utiliser le scale type center sur votre image view. Ça va vous permettre voilà, d'avoir comme sur l'image en bas une petite icône dans une vue plus grande. Si vraiment dans votre layout c'est pas possible, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un touch delegate.
c'est vraiment rare qu'on ait vraiment besoin de faire comme ça, et bon, ça existe. Donc c'est tout simple, on a juste à utiliser un rectangle, utiliser getItRect pour récupérer les bounds de la vue, rendre ce rectangle un peu plus grand et le déclarer en tant que touchDelegate. Sur le parental, un peu surprenant, parce que mais c'est elle qui va dispatcher et touch event en fait. C'est tout à fait cohérent. Voilà, et donc là, on en arrive à l'attribut le plus important. Honnêtement, si on a un seul à retenir, c'est celui-là, c'est la content description. Donc la content description, comme son nom l'indique, ça décrit le contenu d'une vue. Donc voilà, vous avez sûrement dû voir ce warning lint dans vos XML. Donc il est là pour ça. Bon, encore une fois, c'est un warning lint qui part d'une bonne intention, mais qui n'est pas super pertinent, parce qu'en fait, il y a plusieurs cas. Voilà. Donc, quand on a des images, voilà, et qu'on a une interface comme ça, si on n'a pas de content description, les services d'accessibilité ne vont pas savoir quoi dire, par exemple, pour la petite croix ici. Et du coup, c'est dommage, parce que pour l'utilisateur de services d'accessibilité, va balader son doigt, donc ça fait absolument aucun son. On va juste savoir si double tap to activate, ce que c'est cliquable. Et du coup, c'est un peu ennuyeux. Et ça se règle très facilement. En XML, vous pouvez juste rajouter un petit texte, donc si possible, essayez de le rendre descriptif. Encore une fois, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir l'écran. Donc, si vous écrivez fermez ce dialogue, plutôt que juste fermer, par exemple, c'est beaucoup plus utile. Un autre cas avec tout ce qui est image, c'est quand elle participe activement au contenu. Donc, par exemple, ici, cet objet est presque out of stock. Pour un utilisateur d'accessibilité, voilà, je ne peux pas voir que c'est une bouteille de lait. Et je ne peux pas non plus le régler en XML, puisque a priori, c'est une image que je charge dynamiquement. Donc, ce qu'on peut faire, et c'est une méthode vraiment assez de reproduire partout, c'est de régler ça systématiquement. Donc, le plus simple, c'est d'écrire une extension méthode, si vous n'en avez pas encore une, pour charger vos images. Et donc, comme première étape, dans votre modèle, bon, bien sûr, il faut se mettre d'accord avec le back-end et catalogue pour avoir une description. Juste rendre la content description modèle qui va vous permettre d'avoir quelque chose d'exploitable pour le service. Et enfin, le dernier cas, c'est quand on a une image qui ne participe pas du tout à la compréhension. Donc, par exemple, ici, j'ai une vue où, de toute façon, j'ai un label qui me dit que ce sont des bananes bio. Donc, j'ai aucun intérêt à rajouter une content description. Donc, on peut juste, dans ces cas-là, déclarer important for accessibility no pour retirer le warning. Parce que ça n'apporte vraiment rien d'écrire ça deux fois. Alors, on parle de comment enrichir les UI tout à l'heure. Je vous ai montré Talkback qui sélectionne des vues à l'écran. La question, c'est comment Talkback fait pour savoir quelle vue sélectionner. En fait, c'est tout simple. Tout ce qui a l'attribut focusable à true va pouvoir récupérer le focus pour accessibilité. Donc, c'est comme ça que tous ces accessibilités vont construire la hiérarchie des vues qui peuvent prendre le focus. Et ça fonctionne aussi, donc si vous rendez une vue cliquable, elle va aussi être sélectionnable séparément. Et donc, ce que Talkback va faire, c'est une fois qu'il y a un groupe de vues comme ça, par défaut, déjà sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre, le contenu de toutes ces vues va être lu. Donc là, par exemple, pour mon image de banane, je fais la description. Après, je vais avoir le prix, le nom et la quantité, prix par quantité, pardon, qui vont être lus automatiquement sans que j'ai quoi que ce soit à faire. Donc déjà, si vous avez des content description adéquates sur toutes vos vues, sachant que voilà, sur TextView, par défaut, vous n'avez rien à faire. Si vous ne faites rien, la content description va être le contenu du texte. Donc, si vous remplissez bien la content description, vous allez déjà avoir une expérience de l'accessibilité qui est vraiment pas mal. Mais on peut avoir des cas, comme ici, où on a des vues où il y a beaucoup d'informations,
qui est aussi rendu de manière visuelle et où c'est pas forcément évident de comprendre ce qu'on nous montre. C'est pas forcément pertinent non plus de lire l'ensemble des items. Donc, ce qu'on peut faire pour ces cas-là, en fait, donc c'est un peu verbeux, mais c'est tout simple. C'est construire un string donc, qui peut être assez long s'il le faut, qui va décrire le contenu de la vue. Donc ici, c'est pour une commande qui a été passée. Donc je dis commande passée à telle date. S'il a été annulé, je rajoute un statut pour dire qu'il a été annulé. Et pour chaque livraison dans la commande, je rajoute le nom d'item, le nom du supermarché, et ainsi de suite. Donc ça prend un peu de temps à mettre en place. Honnêtement, c'est surtout à faire à la fois pour les vues que vous avez le plus dans votre application, s'il y a une vue que vous utilisez absolument partout, ça peut avoir le coup d'avoir une description un peu enrichie, ou pour les vues comme ça qui sont pas extrêmement claires, si vous appuyez juste sur ce que le système fait. Ah oui, et un petit détail, c'est donc comme TalkBack va se baser sur le focus pour sélectionner les vues, mon petit bouton tout ajouter aux cartes, il va être lu de manière séparée. Donc ça aussi c'est très bien parce que du coup il n'y a absolument rien à faire pour que ça ne contribue pas à la content description de son parent. Alors, malheureusement, il y a quand même quelques cas un peu particuliers pour le texte. Bon, déjà, il y a tout ce qui est emoji. Bon, c'est plus anecdotique, mais les aveugles détestent Halloween sur Twitter. Parce que les gens vont utiliser une dizaine d'emojis sur un nom de profil. Et donc, chaque emoji est lu entièrement par les services d'accessibilité. Donc là, celui-là, je pense que c'est fait ou quelque chose comme ça. Et donc, quand vous avez une dizaine comme ça à la fin d'un nom, c'est vite assez ennuyeux. Mais bon, généralement, c'est pas trop le cas dans nos applications. Ce que ces accessibilité ne montre pas non plus, ça va être tout ce qui est italique, gras, souligné, barré. À une époque, ils changeaient le timbre de la voix de TalkBack. Pour dénoter ça, bon, ils se sont vite rendus compte que c'était pas une bonne idée, et maintenant c'est plus le cas de la version récente d'Android. Et tout ça ne fonctionne pas très bien. Du coup, le problème qui nous reste, c'est que ici, par défaut, on va juste lire les deux prix l'un après l'autre. Donc, si on peut voir, c'est évident que 5,99 c'est l'ancien prix et 3,99 le prix actuel. Mais donc pour les utilisateurs qui ne peuvent pas voir l'écran, pour tous les cas comme ça, ça vaut vraiment le coup de construire une content description. Donc si vous c'était une content description sur une text view, elle prend le relais et elle va être lue à la place du texte. Et donc juste avoir le prix d'origine, le prix actuel avec les deux prix, voilà, ça suffit très bien pour que l'utilisateur puisse comprendre ce qui se passe. Voilà, donc si vous implémentez tout ça déjà, et honnêtement ça prend pas beaucoup de temps, vous allez avoir une expérience d'accessibilité qui va être correcte. Donc il y a des choses un peu plus avancées, en particulier le focus. Donc déjà, le focus, ça va jouer dans l'ordre dans lequel les vues vont être lues à l'écran. Donc par défaut, Android, TalkBack plutôt, va dérouler les vues de gauche à droite et de haut en bas. Ça marche plutôt bien, même si comme il se promène dans l'arbre de l'arborescence de vos vues, c'est pas toujours l'ordre que vous voulez. Et donc, pour les cas où, surtout vous avez des utilisateurs qui se plaignent de l'ordre du focus de vos vues, parce qu'ils ne comprennent pas comment l'interface fonctionne, c'est simple à régler. Dans votre layout XML, vous pouvez déclarer pour chaque vue quelle est la vue suivante à sélectionner. Et à partir de ça, TalkBack va aussi construire la vue précédente, on peut besoin de la déclarer. Ce qui permet facilement de construire une navigation des vues logique. Mais c'est pas tout, et donc là on commence à toucher les choses un peu plus compliquées. On va aussi vouloir, quand on ouvre l'écran déjà, que le titre par défaut reçoive le focus, que généralement l'utilisateur s'attend à ce que ce soit ce qui est sélectionné.
Et donc, le focus, c'est un peu compliqué. C'est vraiment la seule chose qui n'est pas encore au point sur Android niveau accessibilité. On dit la seule chose. Puisque c'est quelque chose d'un peu volatile. Dès qu'on a interagi avec l'écran, le focus saute un peu dans tous les coins. Donc déjà, ce qui est très bien, c'est de demander le focus sur le titre, donc généralement la toolbar, quand vous chargez un nouvel écran la première fois. Mais également de conserver le focus quand l'utilisateur navigue dans l'application, ce qui est un peu plus compliqué. En particulier pour Recycler View. Si vous utilisez Notify Dataset Change, donc ça cause plusieurs problèmes. Donc déjà pour tous les utilisateurs, c'est-à-dire Recycler View qui a un nouveau contenu dans une liste. Donc le focus généralement est perdu. C'est assez souvent que la liste va défiler tout en haut. Ce qui donc peut être très ennuyeux si on doit naviguer en faisant des swipes pour retourner une quinzaine de vues plus bas. Et ça fait aussi perdre le fil. Et donc, même pour les utilisateurs qui ont aussi besoin de services d'accessibilité, c'est très pénible. Si vous implémentez diffutils dans votre app, donc qui permet de faire un diff entre l'ancien contenu du Recycler View et le nouveau, dans à peu près tous les cas, ça va conserver le focus entre deux listes différentes. Et donc, ça fait aussi petites animations sympas, ajouter pour ajouter, retirer, bouger des vues, qui ajoutent un peu pour tous les utilisateurs. Voilà, et on a aussi le cas particulier de tout ce qui est donc checkable. Donc c'est une interface standard Android. Malheureusement, ces accessibilités ne peuvent pas détecter que vos vues sont checkable. Donc si vous utilisez uniquement checkbox, a priori, donc la checkbox Material, a priori elle est bien réglée, mais si malheureusement Material n'implémente pas toujours ça correctement. Mais si vous commencez à avoir des composants custom, donc bon, par ici j'ai pris un screenshot de notre livre de design maison. Donc on a des labels qui permettent de sélectionner, donc, par exemple ici ce sont des filtres de sélection, et donc c'est quelque chose qui va avoir un état actif, inactif. Donc du point de vue accessibilité, ça correspond à 100% à quelque chose de checkable. Ou vous pouvez même vouloir, comme ici en bas, écrire un composant custom qui, pareil, a deux états on-off. Pareil, c'est checkable. Et donc, pour régler ça, c'est tout simple. Donc, je me suis écrit une petite extension méthode que j'utilise partout. Donc, tout ce qu'il y a à faire, encore une fois, ça passe par Accessibility, Delegate Compat, déclarer que quand on initialise une node d'information, ma vue est checkable et checked, donc suivant son état actuel. Et à chaque fois que le service d'accessibilité va reconstruire une visualisation pour l'utilisateur, il va récupérer l'état actuel de la vue. Donc, vous avez juste à faire ça quand vous initialisez et ça va fonctionner absolument tout le temps. Voilà. Et le petit cas particulier, donc si vous avez quelque chose qui est vraiment un switch, donc c'est vraiment un nice to have, pas important. Mais si vous déclarez que son class name c'est android.widget.switch, ça va permettre à TalkBack que c'est un switch. Donc plutôt que de dire selected, not selected, il va dire on, off, switch, ce qui est un peu plus parlant pour l'utilisateur. Déjà, si vous implémentez checkable, honnêtement, c'est génial parce que on s'en rend pas toujours compte, mais il y a beaucoup d'éléments d'interface qui rentrent dans ce paradigme. Alors, j'ai décrit beaucoup de choses à prendre en compte pour l'accessibilité. Donc, bon, il y en a une bonne partie qui vont toucher tous les utilisateurs, d'autres qui sont un peu plus ciblés. Comment est-ce qu'on fait pour implémenter tout ça? C'est vraiment un process. Il faut chercher à établir une dynamique dans l'équipe pour que ce soit simple de rendre l'application accessible et que ça prenne un minimum d'effort. Donc déjà, ce qui marche très bien, c'est si vous avez donc un design system, donc ce qui est le cas pour beaucoup d'applications, ou juste des vues réutilisables. Si le jour où vous écrivez ce composant, vous faites en sorte qu'il soit accessible,
forcément, vous allez en bénéficier partout dans votre app. Écrire des méthodes utilitaires utilisables. C'est ultra important parce que on ne veut pas devoir passer des jours et des jours en implémenter l'accessibilité. Avec quelques petits utils spécifiques à la code base, ça se fait très facilement. Donc par exemple dans la nôtre, pour toutes les requêtes réseau qui peuvent être importantes, on a un petit utilitaire donc, qui prend une ligne à activer sur les requêtes, qui va annoncer à l'écran. Donc pour faire ça, on a juste besoin d'appeler view.announce for accessibilité, et donc le service, donc s'il passe par l'audio, va énoncer donc absolument ce qu'on veut. Donc par exemple, on peut dire loading, décrire l'erreur, dire que le contenu est chargé. Ce qui peut être utile quand vous savez que vous allez avoir une requête qui va prendre un peu de temps. Ce qui fonctionne aussi bien, c'est d'avoir un petit guide qui décrit pour votre code base toutes les spécificités et comment les prendre en compte quand il y a des choses un peu spécifiques. Onboarder les nouveaux collègues, c'est aussi ultra important pour leur faire savoir que voilà, vous cherchez à rendre l'application accessible, montrer un peu comment ça fonctionne, parce que tous les devs ne sont pas forcément au courant. Ce qui est aussi très efficace, c'est tout simple à faire, c'est dans votre template de pull request, juste rajouter une petite checkbox demandant aux gens de faire un petit audit d'accessibilité avec des petites ressources pour les aider si ça fait un commandement accessible. C'est tout bête, mais ça a vraiment fait un bond accessibilité de l'app sur laquelle je bosse. À tel point que donc, je suis en charge d'accessibilité chez Instacart, mais je reçois souvent des pull requests de développeurs qui ont pris sur eux-mêmes de fixer des petits problèmes d'accessibilité par-ci par-là. Comme ça fait beaucoup moins de choses à régler le jour où on fait un audit. Voilà, et donc j'ai fait une petite checklist. Donc si vous faites en sorte que le contraste soit suffisant, que vous appuyez pas uniquement sur la couleur, que vos layouts sont dynamiques et que vos touch targets font moins 48 par 48 dp. Tout ça, donc, ce sont des considérations qui sont utiles pour tous les utilisateurs, pas juste les utilisateurs d'accessibilité, mais qui leur bénéficient énormément. Donc déjà, les 4 premiers points, voilà, c'est vraiment des choses que vous devriez faire par défaut. Et ensuite, donc, il y a vraiment 2 qui sont vraiment plus spécifiques. Donc, faire en sorte que vous ayez une content description qui, quand vous avez l'outil en place, prend vraiment pas longtemps. Et faire en sorte que la gestion de focus soit correcte. Voilà, donc si vous faites tout ça, vous allez avoir une application qui va être accessible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois le slide. Hop, yes. Alors, tu estimes à combien en général la tâche de travail liée à l'accessibilité sur une tâche? Alors, en général, honnêtement, déjà, c'est très bien que j'ai rajouté ce petit check sur les pull requests. Parce que moi, il m'arrive aussi parfois d'oublier de gérer l'accessibilité. Ça me prend généralement 10 minutes, honnêtement, pour, quand j'écris une nouvelle feature, faire en sorte qu'elle soit accessible. Parce que tout ce que j'ai à faire, faire en sorte quand on ouvre l'écran que le titre soit sélectionné, vérifier que les content description décrivent bien les vues, qu'elles soient bien groupées, et ainsi de suite, que la navigation ne soit pas dégueu. Ça prend vraiment pas longtemps en fait. Alors, est-ce qu'il y a des outils automatisés? Oui. Oui. Encore une fois, tout ce qui est lint, malheureusement, ça fonctionne pas super bien. Donc, comme on a vu, il y a des cas particuliers, dans des cas particuliers. Il y a aussi un accessibility scanner fait par Google. Ça existe, mais honnêtement, je suis pas persuadé de l'intérêt. Ça a tendance à lever 1 million de problèmes sur l'application qui n'en sont pas forcément. Donc, ce qui fonctionne très bien, c'est le feedback utilisateur.
Donc si vous avez un mail accessibility at votre application, vous mettez ça dans vos settings, vous pouvez essayer de récupérer du feedback comme ça. Nous aussi, ce qu'on fait, donc comme par contrat, on doit être accessible, on a tous les trimestres un audit d'accessibilité fait par une boîte tierce qui nous remonte une liste de problèmes à régler. Ah, oui, qu'est-ce que A11Y? C'est une très bonne question. C'est un symbole qu'on voit souvent. J'ai dû le mettre dans un slide ou deux. Ça veut juste dire accessibility. Parce que accessibility, c'est un mot avec un A, 11 lettres et un Y. C'est juste un sigle comme ça, un peu random aussi pour montrer qu'il y a différentes manières d'exploiter le contenu ici textuel et sensibiliser un peu les gens. Alors, comment calculer les contrastes sur une vue existante? C'est colorutils.computeContrast, je pense. Non, calculate contrast, voilà. Et ça va vous renvoyer le ratio. Et donc ensuite, si le ratio n'est pas suffisant, donc ce que vous pouvez faire, qui est assez facile, c'est prendre donc, votre couleur, la couleur de fond et la couleur au-dessus, et vous allez vouloir modifier une des deux. Donc ce qui est facile à faire, c'est prendre la couleur, la passer dans le color space HSL, donc c'est Hue, Saturation, Luminosity, surtout la luminosité qui vous intéresse, parce que si vous changez la luminosité d'une couleur, vous ne changez pas sa teinte, mais vous pouvez beaucoup plus facilement la faire contraster avec une autre vue. Donc, en augmentant ou diminuant la luminance, vous allez pouvoir facilement gérer ça. D'ailleurs, nous, on fait ça automatiquement pour tout ce qui est status bar. On déclare une couleur par défaut et on détecte si elle est claire ou pas pour demander d'avoir des icônes grises ou blanches sur le status bar au-dessus. Pour l'accessibilité, taille de texte sur une ligne obligatoirement, conseilles-tu un texte défilant ou de tronquer la fin du texte? Ouais, c'est une bonne question. En fait, tronquer la fin du texte, donc a priori c'est l'attribut ellipsize, donc il va rajouter ellipsis 3 points à la fin du texte. Ça, du point de vue service d'accessibilité, lui, il va récupérer donc la valeur mText dans la TextView. Donc, le service d'accessibilité, il va avoir accès à tout le texte de la TextView. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur la troncature, parce que pour quelqu'un qui ne voit pas l'écran, en fait, il ne va même pas voir que c'est tronqué, et le service d'accessibilité va juste surenvoyer tout le texte. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis dispo. Sinon, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté mon talk. Je vous encourage vraiment à passer 5 minutes pour lancer le talkback, fermez vos yeux et essayez de voir si votre app est accessible. Et juste voir un peu comment est-ce qu'un aveugle peut utiliser l'application. C'est super intéressant et on comprend vite à quel point ça peut être compliqué quand une app n'implémente pas l'accessibilité. Voilà. Merci.